Voilà. Donc, nous recevons aujourd'hui Marion Poufary qui a publié un ouvrage tiré de sa thèse aux éditions du Septentrion, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Euh, Autour de la construction des figures de Robespierre, complétant, reprenant, critiquant ou complétant un peu le travail qu'on avait fait avec Yannick il y a quelques années déjà. Et on a particulièrement apprécié une partie du livre qui était, bon, évidemment, surtout ce que Yannick et moi n'avions pas fait, ou avions juste évoqué très très rapidement, à savoir la construction de cette fameuse légende noire anarchiste, qui est finalement assez surprenante, mais très compréhensible lorsqu'on revient au contexte. Donc, Marion Poufary alors, je ne sais pas quel est ton statut aujourd'hui. Je suis Tu, chercheuse associée au Centre d'histoire du 19e siècle, voilà. qui dépend de Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université. Et comme, en fait, comme notre ami Marc Delplace, mais qui est maintenant en retraite. Voilà. Et donc, tu es plutôt contemporanéiste, si on peut dire, Mm. plutôt que moderniste, mais évidemment, tu es la bienvenue dans ce séminaire qui n'exclut pas les contemporanéistes, ni les politistes, ni les philosophes, ni les économistes. Voilà. Donc, je te laisse la parole pour à peu près 1 heure, et puis après, ben, on discutera tous ensemble, comme on fait d'habitude. Je demande à tous ceux qui n'ont pas à intervenir de couper leur micro, et je coupe le mien également. Alors, mais merci beaucoup. Tout d'abord, merci de me recevoir dans ce séminaire. Merci à Marc Pélissa et Yannick Bosc. La question dont je vais traiter aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est celle du rapport du courant anarchiste à la mémoire de Robespierre. Et une grande partie des analyses que je vais présenter est issue du chapitre 6 de l'ouvrage que j'ai publié l'an dernier, donc en 2023, aux presses universitaires du Septentrion, et qui s'appelle Robespierre, monstre ou héros. Alors, cet ouvrage, pour faire un petit peu la genèse, il est issu d'une thèse que j'ai soutenue en 2019 à Sorbonne Université, et elle portait sur un sujet plus large qui était l'image de Maximilien Robespierre dans le discours politique au XIXe siècle. Alors, c'est un angle d'approche que j'avais choisi parce que j'avais constaté que jusqu'ici, on s'était beaucoup intéressé à l'image de Robespierre, et d'ailleurs, Marc Pélissa et Yannick Bosc avaient publié une synthèse en fait très exhaustive sur le sujet en 2013, Robespierre, la fabrication d'un mythe. Jusqu'ici, on s'était intéressé beaucoup à l'image de Robespierre dans les textes historiques, dans la littérature, dans les beaux-arts, mais pas forcément au discours politique. Moi, j'ai travaillé à la fois sur le discours parlementaire et sur d'autres discours politiques, notamment les discours des républicains radicaux dans les années 1830-1840. Et ça m'a amené à m'intéresser à la question de l'anarchisme qui apparaît au milieu du 19e siècle. Travailler sur l'image de Robespierre dans le discours politique, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des angles nouveaux sur l'image de Robespierre et de surmonter certaines contradictions que Marc Pélissa et Yannick Bosc ont vues dans leur ouvrage, notamment d'expliquer l'anti-robespierrisme de gauche. Alors, je rappelle que souvent on considère, suivant Claude Mazouric, que l'interprétation de la Révolution française est soumise à une tri-répartition idéologico-historiographique, pour le citer. C'est-à-dire qu'on aurait d'un côté un discours contre-révolutionnaire qui rejette la révolution en bloc, un discours libéral qui va opposer 89 et 93, et un discours républicain radical qui va accepter la révolution en bloc. Or, eh bien, il y a quand même un anti-robespierrisme de gauche et il se manifeste assez tôt. Donc, c'est intéressant de savoir pourquoi. Et finalement, quand on passe par l'étude du discours politique, on comprend comment il se constitue. Parce que la légende noire de Robespierre, elle n'est pas monolithique. Il y a en fait 4 légendes noires, enfin moi j'en ai distingué 4, qui apparaissent à des moments politiques différents et qui répondent à des besoins politiques distincts. Alors, il y a 2 légendes noires de droite principale, 2 légendes noires de gauche. Je vais juste rappeler très brièvement que les légendes noires de droite, elles apparaissent, elles trouvent leurs racines dans la Révolution. C'est en 1815 qu'on peut distinguer vraiment entre une légende contre-révolutionnaire et une légende libérale. Pour les contre-révolutionnaires, Robespierre, il incarne une révolution qui a détruit l'ordre social. C'est un anarchiste
qui veut s'appuyer sur le chaos pour établir une tyrannie. Donc il y a vraiment cette image de Robespierre anarchie qu'on ne retrouve pas dans un discours libéral. C'est aussi quelqu'un qui finalement a voulu instaurer l'impiété avec la fête de l'être suprême. Par contre, dans le discours libéral qu'on va retrouver chez Mignet, chez Thiers, Robespierre, c'est uniquement un tyran, et la fête de l'être suprême, c'est critiqué comme une manifestation de tyrannie cléricale, pour ainsi dire. Alors, ces légendes noires, elles se diffusent tout au long du premier 19e siècle, et on voit apparaître, à partir de 1840, des critiques à l'encontre de Robespierre de la part de personnes qui sont situées à gauche de l'échiquier politique, dans le mouvement communiste. Donc une première légende noire apparaît au tournant des années 1840, j'en parlerai plus tout à l'heure. Et la légende noire anarchiste, c'est la dernière à apparaître. Elle apparaît sous la Deuxième République. Comme toutes les légendes noires, elle va d'abord apparaître dans le discours politique avant d'être reprise et diffusée par des ouvrages historiques. Alors, on pourrait se demander à quoi ça sert finalement d'étudier l'image de Robespierre chez les anarchistes. En effet, c'est un courant politique qui a toujours été très faible numériquement en France par rapport à d'autres mouvements politiques. Pour résumer brièvement son histoire, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de l'histoire du mouvement anarchiste, on considère que la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est la période de construction de son corpus théorique, appuyé notamment sur la pensée de Proudhon, de Bakounine et de Kropotkin. On considère que la période 1870-1914, c'est son âge d'or en termes d'expansion intellectuelle, de militantisme. Et à partir de la Première Guerre mondiale, puis de la Révolution russe, le mouvement anarchiste entre dans une phase de repli. Il est vraiment caractérisé par une phase de repli et de résurgence, le mouvement anarchiste. On va avoir deux résurgences pendant la guerre d'Espagne et à la Libération, mais c'est véritablement en 1968 qu'il y a une résurgence qui continue. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'anarchisme ne disparaissant jamais, mais méconnaissant ces phases, il y a un intérêt à étudier l'image de Robespierre dans le mouvement anarchiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette persistance de l'anarchisme, elle a une influence sur l'historiographie de la Révolution française. Parce que l'historiographie anarchiste, elle est assez faible, mais elle est existante. Alors, un exemple assez emblématique, c'est celui de Daniel Guérin, dont je vais parler aujourd'hui et dont j'ai pas forcément beaucoup parlé dans mon ouvrage. Alors, il a publié notamment en 1973 Bourgeois et bras nus, et il va reprendre ce qu'on appelle la légende noire anarchiste de Robespierre. Cette légende, elle a des particularités, et c'est ça qui explique pourquoi Marc Pélissa et Yannick Bosc ont pu constater des proximités entre la pensée de Daniel Guérin et celle de François Furet, qui lui est plutôt dans la légende noire libérale. Tous les deux, ils voient finalement Robespierre comme un précurseur du totalitarisme. Et ça, c'est lié aux spécificités de la légende noire anarchiste, qui est différente de la légende noire proprement communiste. Alors, c'est de ces spécificités dont je vais traiter aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais décrire la naissance de la légende noire dans le discours anarchiste, particulièrement chez Proudhon. Ensuite, je vais évoquer sa diffusion dans le discours politique anarchiste dans la seconde moitié du 19e siècle en prenant juste quelques exemples. Enfin, je vais présenter la manière dont la légende noire va être diffusée par un ouvrage historique qui est La Grande Révolution de Pierre Kropotkin. Et à cette occasion, je vais traiter de l'influence de cet ouvrage sur l'historiographie. Donc, il y aura un petit peu plus d'éléments que ce qu'on peut trouver dans le chapitre 6 de mon livre sur ce sujet, et aussi sur les exemples de la légende noire dans la seconde moitié du 19e. Comme ça, si par exemple vous avez lu l'extrait qui est mis en ligne sur le site révolutionfrançaise.net, vous aurez un aperçu plus large. Alors, tout d'abord, parlons de la naissance. Et pour ça, il faut parler de Proudhon. Alors, qui est Proudhon ? Proudhon, on le considère habituellement comme un des premiers théoriciens de l'anarchisme, si ce n'est en fait en France le premier. Il est le premier à employer le mot anarchiste dans un sens positif, alors que jusque-là, ce mot avait uniquement un sens négatif. Et sur l'histoire du mot anarchiste et du mot anarchisme, je vous renvoie aux travaux de Marc Deleplace, à sa thèse qui a été publiée en 2001,
L'anarchie de Mably à Proudhon, 1750-1850, histoire d'une appropriation polémique. Donc Proudhon, il commence à développer ses idées anarchistes avec l'ouvrage Qu'est-ce que la propriété, qu'il publie en 1840. En 1848, il prend part au mouvement révolutionnaire. Il va être élu député à la Constituante. Et ensuite, tout au long de la Deuxième République, il va poursuivre une activité de journalisme très active, malgré ses emprisonnements. Et selon un de ses spécialistes, Edward Castleton, c'est sans doute le journaliste français socialiste le plus lu à cette époque. Il est emprisonné en 1849 pour délit de presse. Il continue son activité de journaliste et publie 2 de ses ouvrages majeurs. En 1849, les Confessions d'un révolutionnaire et en 1851, l'idée générale de la révolution au XIXe siècle. Dès le début, en fait, Proudhon va s'opposer aux républicains démocrates socialistes qui forment la gauche du mouvement républicain. La Légion noire anarchiste, elle naît à l'occasion des polémiques qui opposent Proudhon aux démocrates socialistes et représente les spécificités. Pour comprendre les spécificités de cette légende noire, il faut rappeler que la critique de l'autorité, c'est l'un des principes de base de la pensée anarchiste. Elle recouvre une critique de l'État et du système politique, une critique de l'Église, qui est vue comme un auxiliaire du pouvoir politique, et une critique de l'économie capitaliste, qui est présentée comme un facteur d'asservissement. Cette critique de l'autorité, c'est vraiment ce qui distingue Proudhon des autres socialistes, des socialistes dits utopiques de la première moitié du XIXe siècle. Sa critique repose sur une triple négation, celle du capital, du gouvernement et de la religion. Pour Proudhon, l'anarchisme, c'est le développement de la Révolution française. Mais par contre, il critique le fait que la Révolution n'ait pas aboli ce principe d'autorité. Et il s'attaque en particulier au jacobinisme. Il va lui reprocher d'avoir été la corde d'amarre qui doit retenir le vaisseau de la civilisation dans le port de la religion, du gouvernement, de la propriété. En 1848, dans les polémiques qu'il oppose aux démocrates socialistes, il leur reproche de vouloir rejouer la Révolution française et il se moque d'eux. Pourquoi il se moque d'eux? Parce qu'il considère que finalement, tout ça, c'est dépassé, c'est quelque chose d'honorable, mais voilà, c'est une référence qui n'est plus forcément d'actualité. En effet, pour Proudhon, en 1848, on a une nouvelle révolution qui appelle une solution nouvelle. Le problème à résoudre, c'est un problème économique. La solution, elle est économique et non politique. Et il accuse les démocrates socialistes de chercher une solution économique au problème social. Il écrit, par exemple, dans les Confessions d'un révolutionnaire, de ce que, sous le nom de démocrates socialistes, nous étions les continuateurs de 93, s'ensuivait-il que nous en dussions faire en 1849 la répétition? Non. Et la raison, c'est que la révolution de 1793 était surtout politique et qu'en 1849, elle est surtout sociale. Ce qu'il reproche aussi aux démocrates socialistes, c'est l'aspect autoritaire de leur pensée politique et de leur pratique politique. Ça, on va le voir. Au cours des polémiques, en fait, qui se produisent, Proudhon va comparer ses adversaires à Robespierre pour les disqualifier. Ça, c'est une technique qui est très fréquemment utilisée au XIXe siècle. Moi, je l'ai retrouvée à de très nombreuses reprises dans les débats parlementaires que j'ai étudiés tout au long du XIXe siècle. Ça sert notamment à associer l'adversaire politique à Robespierre et au souvenir, en fait, de ce qu'on appelle à l'époque la terreur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui choque les démocrates socialistes, ça n'est pas la comparaison avec Robespierre, mais les critiques qui, via ces comparaisons, sont apportées à Robespierre. Pourquoi? Eh bien, parce que les démocrates socialistes, eux, eh bien, c'est le seul courant qui se réclame de Robespierre. Pour bien le comprendre, il faut remonter à la monarchie de Juillet. Les démocrates socialistes, en 1848, 49, 1850, j'utilise l'appellation démocrate socialiste, même si l'évolution peut changer sous la Deuxième République, l'appellation peut changer. Eh bien, ces démocrates socialistes reprennent la lecture de la Révolution française des républicains les plus radicaux de la monarchie de Juillet. Donc ça, c'est ce que Michel Vauvel a montré dans son ouvrage de 1999, Les Jacobins de Robespierre à Chevènement.
Cette filiation historique, moi je l'ai retrouvée fréquemment dans les discours qu'ils font au Parlement sous la Deuxième République. Et leur discours, aux démocrates socialistes, ils reprennent exactement les axes de ce que moi j'ai appelé la légende dorée de Robespierre. Cette légende dorée, elle est apparue au début de la monarchie de Juillet parce que les républicains ont été assez rapidement déçus par les résultats de la révolution de Juillet. Ils ont eu le sentiment qu'elle avait été volée au peuple. En particulier, le régime de Juillet, je le rappelle, s'opposait à la mise en place du suffrage universel et ne se pressait pas vraiment non plus pour résoudre la question sociale, qui était vraiment un sujet de préoccupation important pour l'époque. Les hommes du régime de Juillet, ils se réclamaient de 1789. Ils faisaient leur la lecture de l'histoire développée par des historiens libéraux comme Thiers ou Mignet, qui véhiculait d'ailleurs une légende noire libérale de Robespierre. Et dans ce contexte, Robespierre a servi aux militants républicains les plus radicaux, a représenté finalement l'affiliation historique dans laquelle ils s'inscrivaient. Ça leur permettait de s'inscrire dans une filiation historique illustre, de leur apporter un corpus théorique. Et ils ont commencé à forger une légende dorée à travers des travaux d'érudition qui visaient notamment à contrecarrer cette légende noire. Alors, qu'est-ce qui les intéressait particulièrement chez Robespierre? Tout d'abord, c'était les prises de position de Robespierre en faveur de l'égalité civile et politique sous la Constituante. C'était aussi ses propositions de réforme sociale sous la Convention. Et Robespierre était vu comme ce qu'on va ensuite appeler le représentant de la République démocratique et sociale, qui est plutôt un terme de la Deuxième République. Ce qui intéressait aussi les républicains radicaux, c'était que Robespierre avait théorisé le droit à l'insurrection, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme qu'il avait proposée à la Constitution, dans la Convention en 1793. Et pour eux, cette théorisation du droit à l'insurrection, elle légitimait le recours à une action insurrectionnelle pour faire advenir un ordre social nouveau. Enfin, le troisième élément qui les intéressait, c'était la politique religieuse de Robespierre, avec notamment la fête de l'être suprême. Ils voyaient Robespierre comme le promoteur d'une religion de la fraternité qui devait saisir de ciment au nouvel ordre social issu de la Révolution. Alors, la légende noire de Robespierre que Proudhon élabore, eh bien, c'est l'exact inverse de cette légende dorée qui apparaît dans les années 1830 et qu'on retrouve en 1848, 49, 1850. Alors, pour Proudhon, Robespierre, ça n'est pas du tout le défenseur d'une république démocratique et sociale, ça n'est pas non plus le promoteur de droit à l'insurrection. Au contraire, Robespierre, c'est un homme politique bourgeois et autoritaire aux tendances dictatoriales. Par exemple, dans ses Confessions d'un révolutionnaire, il écrit que Robespierre est l'incarnation du jacobinisme qui est favorable, je cite, au maintien de l'autorité qu'il convoite et dont les anarchistes et les libres penseurs sont les plus grands ennemis. Peu après la parution de l'ouvrage, Louis Blanc, qui lui est très attaché à la mémoire de Robespierre et aussi au principe d'autorité, va prendre la défense de Robespierre et aussi la défense de son utilisation du pouvoir politique. Donc, on va avoir une série de polémiques, d'articles de journaux qui vont opposer Proudhon et Louis Blanc. Et Proudhon va jusqu'à traiter Louis Blanc d'ombre rabougrie de Robespierre, qui a les mêmes inclinations dictatoriales que son modèle. Alors, cette critique du Robespierre homme d'État autoritaire, à première vue, on peut la rapprocher de la légende noire libérale qui dénonce le Robespierre tyran. Mais il faut bien voir qu'elle s'en distingue par ses fondements philosophiques. Les libéraux, ils voient dans l'égalité la principale menace pour la liberté. Ils ne repoussent pas le principe d'autorité. Par contre, comme on l'a vu, les anarchistes, eux, c'est dans le principe d'autorité que réside le principal danger pour la liberté. Autre point. Les démocrates socialistes, comme je l'ai dit, ils font l'éloge de la politique religieuse de Robespierre. Proudhon, lui, il la critique vivement. Ainsi, il voit dans la fête de l'être suprême un moyen d'affermir l'autorité politique qui préfigure l'action de Napoléon. Par exemple, dans l'idée générale de la Révolution au XIXe siècle, qu'il publie en 1851, il déclare que Robespierre n'eut toute sa vie qu'une pensée, la restauration du pouvoir et du culte,
et que la suite de Robespierre, c'était tout simplement de rétablir l'autorité par la religion et la religion par l'autorité. Alors sur ce point, là encore, il y a une proximité avec la légende noire libérale, mais il n'y a pas une identité, parce que là encore, on insiste quand même sur cette question d'autorité. On peut aussi là rapprocher la légende noire anarchiste de ce que moi j'ai appelé la première légende noire de gauche de Robespierre, que j'ai choisi d'appeler dans mon livre la légende noire communiste. Alors évidemment, tous les communistes n'étaient pas hostiles à Robespierre dans les années 1840, mais il y avait certains théoriciens du mouvement néo-babouviste qui, eh bien, s'étaient déjà montrés très hostiles à Robespierre dans des polémiques qui les avaient opposés à Étienne Cabet. Alors, je vais juste présenter cette légende noire rapidement pour qu'on comprenne. Cabet revient d'exil et veut asseoir son autorité sur le mouvement communiste en gestation en 1840, mais il découvre qu'il existe déjà des communistes qui se réclament de l'affiliation de Babeuf. À partir de là, il va engager une série de polémiques avec certains théoriciens, et ceux-ci vont s'appuyer sur ce qu'ils voient comme des points faibles d'Étienne Cabet. Cabet, c'est un grand admirateur de Robespierre et il se réclame du christianisme. Il va être attaqué par son ancien secrétaire, Théodore Desamis, qui va publier un pamphlet contre lui et reprendre ses attaques dans le Code de la communauté qu'il publie en 1842. Alors, dans ses ouvrages, il fait l'éloge des hébertistes, qu'il présente comme des précurseurs du matérialisme et du communisme, et il va présenter Robespierre comme un bourgeois clérical. Et par contre, ce qui est intéressant et ce qui différencie fortement cette légende noire communiste de la légende noire anarchiste, c'est que la légende noire communiste ne critique pas l'aspect autoritaire de la politique de Robespierre, ne présente pas du tout Robespierre comme un dictateur. Donc il y a une vraie différence entre la légende noire du milieu néo-babouviste et la légende noire anarchiste. Par contre, là où il y a un point commun, c'est l'image du Robespierre bourgeois qu'on retrouve chez Proudhon comme chez les néo-babouvistes. Toutefois, ce que Proudhon reproche à Robespierre reste marqué du sceau de ses conceptions anti-autoritaires. Il reproche à Robespierre deux choses. D'abord, sa définition du droit de propriété. Je rappelle que pour Robespierre, le droit de propriété, ça n'est pas un droit naturel, c'est un droit positif qui peut être limité par la loi. Et il exprime notamment cette conception dans sa Déclaration des droits de l'homme. Ça, c'est un élément qui est très important pour les radicaux sous la monarchie de Juillet, puis pour les démocrates socialistes. C'est un point cardinal de la légende dorée. Par contre, pour Proudhon, cette définition de la propriété, elle est très problématique. Il y voit la traduction d'une conception d'humaniste du droit de propriété. Il dit que ça en faisait une concession de l'État. Ça, il ne l'accepte pas. Un autre élément que Proudhon critique, c'est la promotion du droit au travail. Robespierre est associé à la promotion du droit au travail par les démocrates socialistes sous la Deuxième République. Il faut voir que c'est un élément important dans les débats de la Deuxième République, mais Proudhon ne suit pas du tout leur enthousiasme. Là, je vais citer un texte un peu postérieur qui est la révolution sociale démontrée par le coup d'État du 2 décembre, qui date de 1852. Proudhon reprend l'idée qui circule à l'époque, qui est que Robespierre a défendu le droit au travail, et il dit que c'est aussi la caractéristique du socialisme depuis 1830, mais que l'organisation des travailleurs est incompatible avec la liberté du travail et de l'échange. La perfection économique est dans l'indépendance absolue des travailleurs, de même que la perfection politique est dans l'indépendance absolue du citoyen. Donc, pour bien comprendre cette critique de Proudhon, il faut rappeler que les solutions qu'il propose pour résoudre la question sociale sont très différentes de celles des autres socialistes. Lui, il ne pense pas qu'il faille d'abord réorganiser la production, le cas échéant par une nationalisation des moyens de production. On est très très loin de Louis Blanc. Il pense que ce qui est prioritaire, c'est de réorganiser les échanges économiques en s'appuyant sur le mutualisme qu'il va théoriser. Je rappelle que Proudhon est bien l'auteur de la pensée, de la formule « la propriété, c'est le vol », mais en réalité, il a une pensée qui est beaucoup plus nuancée. Il considère que la possession des moyens de production par des travailleurs indépendants est un rempart contre l'arbitraire de l'État.
Donc, on voit que la légende noire anarchiste, qui se structure au milieu du 19e siècle, dans le conflit qui oppose Proudhon aux démocrates socialistes, elle repose sur 3 éléments. La présentation de Robespierre comme un homme d'ordre autoritaire, la présentation de Robespierre comme un bourgeois et la critique de sa politique cléricale et autoritaire. Alors, ces éléments, on va les retrouver dans les discours politiques anarchistes dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est le second point dont je vais traiter. Alors, ce que je veux préciser, hein, c'est qu'on ne peut pas encore parler de mouvement anarchiste constitué entre 1850 et le début des années 1870. Il y a bien des gens qui ont été influencés par Proudhon. Ils vont reprendre à leur compte cette légende noire anarchiste de Robespierre. Alors, il y a des gens qui sont très connus, comme Bakounine, des gens beaucoup moins, comme Joseph Desjacques. Je vais en présenter plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent cette légende noire dans des conflits qui les opposent à d'autres composantes de la gauche. Alors, c'est le cas très rapidement de quelqu'un comme Joseph Desjacques. Desjacques, c'est quelqu'un qui a pris part à la Révolution de 48. Il va partir en exil et là, il va rompre avec les démocrates socialistes et se tourner vers l'anarchisme. Et comme Proudhon avant lui, il va se moquer de la tendance des 48 arts à vouloir imiter ce qu'on appelle à l'époque les pères de la Convention. Il critique aussi leur tendance autoritaire parce que derrière la moquerie, il y a une critique, comme chez Proudhon. Donc, on a la même stratégie argumentative et ça, c'est très clair dans un article qu'il publie en 1858 dans le journal Le Libertaire, alors qu'il est en exil aux États-Unis. Il rend compte d'un banquet républicain qui a eu lieu le 22 septembre et il précise que ce banquet visait à célébrer la République comme le voulaient nos pères. Et cette formulation, eh bien, elle ne lui convient pas et il va la critiquer très vivement. Il dit « La République comme la voulaient nos pères, point n'est besoin de la réclamer, elle existe. Aux politiques, vous l'avez, moi le nom. Au lieu du sobriquet de Badinguet, il n'y a qu'à donner à Bonaparte celui de Robespierre, à intituler le Conseil des ministres Comité de salut public, et à l'aide de cette petite convention, vous pourrez vous croire en pleine République. » Et Desjacques va conclure son article de manière très significative en rappelant que la République sociale ne pourra être obtenue que grâce à l'avènement d'une société anarchiste qui portera, je le cite, le coup de grâce à l'autorité. Cette stratégie argumentative, cette utilisation de la légende noire anarchiste de Robespierre, on la retrouve quelques années plus tard, à un moment qui est très important pour le mouvement anarchiste, la chute du Second Empire et la Commune de Paris. Là, je vais évoquer 2 cas de figure. Les critiques qui sont adressées au gouvernement républicain par Bakounine et les critiques qui sont adressées à la majorité dite jacobine de la Commune de Paris par Jules Vallès. Alors, pour traiter du premier cas, je vais tout d'abord rappeler que Bakounine, c'est quelqu'un qui a participé aux révolutions de 1848 et que c'est seulement en 1864 qu'il se rallie à l'anarchisme. On le considère comme le second grand théoricien de l'anarchisme après Proudhon. En 1870, il participe à la Commune de Lyon qui échoue, mais il n'abandonne pas tout espoir pour autant. Il pense que le gouvernement de défense nationale, qui est un gouvernement républicain, est incapable de défendre la France face à l'avancée de l'armée allemande, car il est composé de républicains bourgeois. Et il va appeler les classes populaires à se soulever pour réaliser une véritable révolution sociale. À cette occasion, il va publier 2 ouvrages de manière très rapprochée. Bakounine, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui publie peu, donc ses ouvrages sont assez intéressants à étudier. Et dans ces ouvrages, il affirme que les républicains de gouvernement ont un culte de l'autorité qu'ils ont hérité de Robespierre, ce qui en fait automatiquement les ennemis du mouvement révolutionnaire spontané des masses qu'il appelle de ses voeux. Il déclare « Ce qui distingue tous ces républicains bourgeois, vrais disciples de Robespierre, c'est leur amour de l'autorité de l'État et la haine de la Révolution. » Donc, on retrouve là les comparaisons du Robespierre homme d'État qui viennent de Proudhon. Et Bakounine, tout comme Proudhon, va aussi attaquer des socialistes qu'il considère comme des socialistes autoritaires, comme Louis Blanc. Il le traite de socialiste doctrinaire et autoritaire et de Robespierre en miniature.
Donc, en fait, l'image de Robespierre, elle sert aussi finalement à critiquer à critiquer les socialistes qui sont considérés comme autoritaires par les anarchistes. Donc, on l'a vu chez Proudhon, on le voit chez Bakounine. Enfin, Bakounine, il reprend à son compte l'image du Robespierre clérical forgé par Proudhon. On le retrouve cette fois-ci dans un texte qui est rédigé à la même époque, dans les années 1870, mais qui n'est publié qu'après la mort de Bakounine. Il va paraître en 1882 sous le titre Dieu et l'État. Alors, dans cet ouvrage, Bakounine critique les idées religieuses de certains républicains comme Mazzini, et il déplore le fait que la Révolution n'ait pas pu déraciner l'autorité religieuse. Il va notamment évoquer l'organisation de la fête de l'être suprême, et là, vraiment, on a un écho direct de la pensée de Proudhon. Il écrit « Jean-Jacques Rousseau fut le prophète de l'État doctrinaire, comme Robespierre, son digne et fidèle disciple, essaya d'en devenir le grand prêtre. C'est au nom de l'être suprême et de l'hypocrite vertu commandée par l'être suprême que Robespierre assassina la République, préparant ainsi la dictature napoléonienne. » Donc, après avoir vu qu'on retrouvait finalement les trois axes de la légende noire, deux axes de la légende noire de Robespierre chez Bakounine, je vais parler d'un autre cas qui est finalement un cas tout aussi intéressant mais un peu différent. C'est celui des dissensions qui opposent à la même époque la majorité et la minorité de la Commune de Paris. Donc, il faut voir que la majorité de la Commune de Paris est composée en grande partie de néo-jacobins qui se revendiquent du souvenir de 93, qui sont souvent d'anciens 48ards, comme Charles de l'Écluse. Et il y a aussi à côté une minorité qui est composée de militants libertaires qu'il est parfois difficile de classer politiquement. On va trouver des personnes qui sont des membres de l'international influencés par les idées de Bakounine. On va aussi trouver des gens qui sont influencés par les idées de Proudhon, comme son ami Gustave Courbet ou comme l'écrivain Jules Vallès. Alors, ce qui va séparer la minorité de la majorité de la commune, conduire à la scission qui est bien connue, c'est la proposition d'instaurer un comité de salut public au moment où la situation militaire de la commune se dégrade. Cette proposition, elle est faite par les néo-jacobins. La minorité va s'opposer à cette création. Elle craint l'instauration d'un pouvoir dictatorial contraire à l'esprit de la commune et elle critique aussi ce plagiat de 93, tout comme Proudhon avait critiqué finalement le plagiat de 1793 par les révolutionnaires de 1848. La minorité, elle critique ce plagiat par les membres de la Commune de Paris. Et d'ailleurs, Gustave Courbet, le peintre, va proposer une résolution pour bannir l'usage des références à la Révolution française des débats. On va trouver un écho de ces débats et une résurgence de la légende noire anarchiste de Robespierre dans des ouvrages à caractère autobiographique que Jules Vallès, qui était membre de la Commune, publie dans les années 1880. Alors, ce ne sont pas des ouvrages politiques, mais je pense qu'ils ont une valeur de témoignage intéressante. Il s'agit du Bachelier, qui est consacré à la Révolution de 48, et de l'Insurgé, consacré à la Commune. Dans ces deux ouvrages, Vallès se moque avec une ironie véritablement féroce des 48ards, qui vivent, je le cite, dans une parodie de 93, qui admire le fatras de la légende de 93. Il se moque particulièrement des tendances autoritaires et centralisatrices de Félix Piat, qui est un ancien 48ard et qui a participé à la Commune. Et Vallès déclare qu'il est Robespierre le déiste et il le compare à un pion. Alors, il faut savoir que chez Vallès, la figure du pion, c'est une figure extrêmement négative qui incarne notamment la médiocrité et l'autoritarisme. Donc, on retrouve chez lui, comme chez Bakounine, l'image du Robespierre autoritaire et clérical hérité de Proudhon. Donc, on voit que finalement, Proudhon, l'image qu'il a développée dans ses polémiques, elle a été reprise dans des discours politiques, dans des romans. Mais ce qui va véritablement favoriser son passage à la postérité, et ça sera mon troisième point, c'est son inscription dans un ouvrage historique. Cet ouvrage, c'est La Grande Révolution de Pierre Kropotkin. Alors, Kropotkin, on le considère comme le troisième grand théoricien de l'anarchisme. Finalement, c'est celui qui va publier une histoire de la Révolution. Proudhon et Bakounine ne l'ont pas fait. Il publie son ouvrage en 1909
à une période qui est considérée comme l'âge d'or du mouvement anarchiste en France. Son ouvrage va connaître dès sa parution un grand succès et il contribue puissamment à diffuser cette légende noire anarchiste de Robespierre. On le réédite encore aujourd'hui. Pour le seul cas de la France, j'ai fait un petit sondage dans le catalogue de la BNF. J'ai recensé 7 rééditions entre le milieu des années 1970 et aujourd'hui. Alors, je rappelle que Kropotkin, c'est quelqu'un de plus jeune que Bakounine. Il n'a pas connu la Deuxième République, il n'a pas participé à la Commune, il n'était pas en France. Il va faire sien les principes de l'anarchisme bakouninien en 1872, à l'occasion d'un voyage en Suisse. Il va rencontrer des membres de la Fédération jurassienne. Pour situer le cadre, il faut voir que la Fédération jurassienne, c'est le noyau de l'internationale anti-autoritaire qui se constitue après la scission de la Première Internationale. Je rappelle que la scission de la Première Internationale, elle est notamment due au conflit politique, au conflit doctrinal qui oppose Marx et Bakounine. Alors, Kropotkin, c'est quelqu'un qui a été très fortement influencé par la pensée de Bakounine, mais qui est aussi un grand admirateur de Proudhon, qu'il cite très fréquemment. Donc, il n'est pas du tout surprenant que dans son ouvrage, on retrouve l'image du Robespierre autoritaire forgée par Proudhon et reprise par Bakounine. Pour citer quelques exemples, il présente Robespierre comme un homme d'ordre et de gouvernement qui travailla habilement à constituer son pouvoir sur les esprits, quitte à passer pour cela sur le corps de ses adversaires. Il va aussi reprendre l'image du Robespierre bourgeois. Il va le présenter comme un défenseur décidé de la propriété qui craignait de voir sombrer la Révolution dans des tentatives communistes. Pour Kropotkin, ce que Robespierre redoute, c'est le succès d'une révolution populaire et il considère que c'est cette crainte qui l'aurait conduit à chercher à freiner les mouvements populaires sous la Constituante et sous la législative. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi il aurait organisé l'élimination des enragés. En effet, pour Kropotkin, le groupe des enragés, c'est le contrepoint de Robespierre. Ce sont les représentants d'une révolution spontanée, populaire, égalitaire, qui représente un peu l'idéal de la révolution pour les anarchistes. Et c'est là l'originalité de l'ouvrage de Kropotkin. C'est que Kropotkin est le premier à donner des pères fondateurs aux anarchistes. Jusqu'ici, les anarchistes, ils s'étaient très bien passés de pères fondateurs, contrairement à toutes les autres tendances politiques confondues, que ce soit les libéraux, les socialistes, les républicains radicaux, les blanquistes. Les anarchistes n'avaient pas de père fondateur et trouvaient même un petit peu ridicule de chercher des modèles dans le passé. Alors, pourquoi on a cette invention, en quelque sorte, des ancêtres de l'anarchisme par Kropotkin? Alors, tout d'abord, parce qu'il y a une évolution des connaissances historiques aux origines. On ne connaissait pas très bien les mouvements des hébertistes, les mouvements des arrangés. Par exemple, Max Nettlau, qui est le premier historien de l'anarchisme, publie à la fin du XIXe siècle une bibliographie de l'anarchie et il dit qu'il manque d'informations. Kropotkin lui-même, en 1893, publie une brochure sur la Révolution. Il affirme déceler des tendances anarchistes dans la Révolution, mais il ne rentre pas dans le détail. Alors, comment est-ce que Kropotkin fabrique des ancêtres aux anarchistes? Eh bien, tout d'abord, il considère que le signifiant anarchiste que Brissot emploie dans ses pamphlets contre la montagne, eh bien, il recouvre une réalité politique. Alors, il ne prend pas en compte le fait qu'à l'époque, le terme anarchiste est utilisé seulement dans un sens péjoratif. Donc, il va fonder son raisonnement sur une analogie dont les travaux de Marc de Laplace ont permis de montrer qu'elle n'était pas fondée. Cette méthode, il va la présenter notamment dans 2 articles intitulés « Les anarchistes et la Grande Révolution », qu'il publie dans Les Temps Nouveaux en 1903, et il reprend et il amplifie cette analyse dans son ouvrage de 1909. Toi, ce qui pose problème, c'est que sa méthode qui consiste à assimiler les gens que Brissot appelle les anarchistes aux ancêtres des véritables anarchistes, fait que Robespierre et les montagnards sont inclus dans le groupe des anarchistes. Alors, c'est un petit peu compliqué intellectuellement pour Kropotkin, qui va donc devoir essayer de rétablir la cohérence de son raisonnement pour quand même sortir Robespierre du groupe des anarchistes, y laisser les enragés.
Bon, donc en fait, ce que Kropotkin affirme, c'est que jusqu'à la chute de la Gironde, quelqu'un comme Robespierre et plus généralement les montagnards ne se séparaient pas des véritables anarchistes car ils voulaient s'appuyer sur eux contre la Gironde. Alors, une fois qu'on a parlé de cette analogie, comment il fabrique la mouvance anarchiste Kropotkin? Eh bien, il va agréger d'une part des acteurs révolutionnaires qu'il cite nommément, comme Jacques Roux ou Varlet, et des meneurs anonymes qu'il décrit de manière imprécise. En fait, il affirme que ces meneurs anonymes sont rentrés dans l'obscurité après la Révolution et qu'ils étaient là pour donner un coup de collier, enflammer le peuple. On retrouve aussi une idée qui se trouve dans la pensée anarchiste, qui est là que les mouvements anarchistes sont là pour appuyer, mais non pas diriger le peuple dans une révolution. Pour Kropotkin, le principal terrain de ces meneurs anonymes, ce sont les sociétés populaires et il affirme même qu'on voit dans leur organisation la préfiguration des groupements anarchistes de son époque. Et il dit aussi, cette fois-ci en ce qui concerne les enragés, que leur pensée économique préfigure celle de Proudhon. Il a même une affirmation qui peut nous sembler un peu étrange. On trouve chez eux en germe l'idée qui fut plus tard la base du mutualisme et dans la Banque du Peuple et de la Banque du Peuple de Proudhon. Dans ces conditions, pour Kropotkin, la fin de la Révolution, c'est l'élimination des enragés. C'est pourquoi, même si son ouvrage va jusqu'en Thermidor, son titre limite la Grande Révolution à la période 89-93. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ouvrage de Kropotkin, on voit que la partition mémorielle de la Révolution à gauche s'achève. Depuis à peu près 1830, les républicains radicaux, puis une partie des socialistes, arrêtent la Révolution avec Thermidor. On a vu apparaître à partir des années 1840, chez les néo-babouvistes, l'idée que la Révolution, elle s'arrêtait avec l'élimination des hébertistes. Et cette idée va être reprise par les socialistes blanquistes qui sont influents dans la seconde moitié du 19e siècle. Et finalement, avec l'ouvrage de Kropotkin, eh bien, on a une fin de la Révolution qui est l'élimination des enragés. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans le courant anarchiste. Alors, cette interprétation de la Révolution, elle est intéressante parce qu'elle a eu une influence sur l'historiographie de la Révolution comme sur l'historiographie de l'anarchisme. Alors, elle a marqué l'historiographie du mouvement anarchiste. C'est pas forcément l'objet de cette présentation, mais je vais quand même mentionner brièvement quelques exemples. En effet, les histoires de l'anarchisme ont tendance à présenter les enragés comme des ancêtres du mouvement anarchiste. Alors, on peut citer les ouvrages récents comme l'histoire de l'anarchisme qui a été publié en 1993 par Jean Préposier ou encore l'ouvrage de Gaetano Manfredonia, Anarchisme et changement social, qui a été publié en 2007. Et d'ailleurs, dans son ouvrage, Manfredonia fait explicitement référence aux interprétations de la Révolution de Proudhon et de Kropotkin. Toutefois, il nuance l'appréciation de l'action des enragés faite par Kropotkin. Il rappelle que Jacques Roux et Varlet avaient soutenu la politique répressive du gouvernement révolutionnaire. Donc, on a quand même aujourd'hui un recul, hein, donc quand même par rapport à cette période dans les ouvrages sur l'histoire de l'anarchisme, on ne présente pas les enragés automatiquement comme des ancêtres. Mais on voit quand même que les travaux de Kropotkin ont marqué l'histoire de l'anarchisme et la recherche d'ancêtres au mouvement. Et autre élément qui est intéressant, l'ouvrage de Kropotkin, il a marqué certains pans de l'historiographie de la Révolution française. En introduction, j'ai parlé de Daniel Guérin et je vais développer un petit peu plus ce qu'il en est. Donc, je rappelle que Bourgeois et Branu, qu'il publie en 1973, c'est une synthèse des idées de son ouvrage sur la lutte des classes sous la Révolution, qu'il avait publié après la Seconde Guerre mondiale. Guérin, c'est quelqu'un qui a été proche du trotskisme, puis qui s'est intéressé à l'anarchisme, et à la fin des années 1960, il va chercher à élaborer une synthèse entre anarchisme et marxisme. Il y a donc beaucoup d'influences intellectuelles chez Guérin. On trouve Marx, Trotsky, mais aussi Proudhon, Bakounine et Kropotkin. Et dans Bourgeois et Branu, quand on le lit, on retrouve bien les trois axes de la légende noire de Robespierre. Tout d'abord, Robespierre, c'est un homme d'ordre autoritaire, hein, donc comme on le voit chez Kropotkin, chez Bakounine, chez Proudhon. Guérin déclare que Robespierre a les velléités, je cite,
d'un homme d'État, d'un homme d'ordre, conscient des intérêts supérieurs de la classe bourgeoise, et il présente le gouvernement révolutionnaire comme une dictature bourgeoise autoritaire centralisée. Il y a un autre point qui montre l'influence de Proudhon, c'est qu'il présente Robespierre comme le défenseur de la démocratie représentative et du parlementarisme, et qu'à cette occasion, il reprend des critiques élaborées par Proudhon dans son idée générale de la Révolution au XIXe siècle. Parce que pour Guérin, la démocratie représentative et le parlementarisme sont des leurres qui ont été élaborés par la bourgeoisie pour défendre ses intérêts face aux masses populaires qui réclament la démocratie directe. Et son ouvrage Bourgeois et Brannus, c'est aussi un peu une histoire des tentatives de mise en œuvre de cette démocratie directe. Alors, on a cette image de l'homme d'État autoritaire, de l'homme d'État bourgeois. D'ailleurs, Guérin parle souvent de Robespierre comme un bourgeois, d'un défenseur de la propriété, un défenseur du libéralisme économique. Alors ça, par contre, cette image du Robespierre bourgeois, elle n'est pas particulièrement spécifique ici à la légende noire anarchiste, parce que Guérin, il est aussi beaucoup influencé par Marx, et que l'idée que la Révolution française est une révolution bourgeoise, ça a été une théorie, une idée développée par Karl Marx, notamment dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Là où Guérin s'inscrit véritablement dans la filiation de Kropotkin, c'est quand il présente les enragés comme les meilleurs porte-parole des revendications populaires. Donc, il les présente comme des promoteurs de la démocratie directe et il fait l'éloge de leurs revendications économiques. Il y a aussi un élément où on voit l'importance de la légende noire anarchiste, c'est quand il parle de la politique religieuse de Robespierre, qui n'est pas un sujet par contre qui avait été abordé par Kropotkin. Il affirme que Robespierre veut mettre en place un culte d'État qui, je cite, restituerait des bases solides à la morale des possédants, bases sans lesquelles aucune société bourgeoise ne pourrait subsister. Alors, il faut remarquer qu'on trouve là, bien évidemment, un écho de Proudhon, mais que ces critiques contre la pensée religieuse de Robespierre, on les a aussi trouvées chez Gustave Tridon, qui est un blanquiste. On rattache plutôt à la légende noire communiste de Robespierre, et Guérin, donc, qui a comme je l'ai dit, qui a eu des influences intellectuelles multiples, connaît les écrits de Tridon et les cite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il critique l'élimination des enragés, mais il n'est pas extrêmement favorable aux hébertistes, mais il souligne quand même l'importance de la politique de déchristianisation. Et il affirme que le combat que Robespierre a mené contre la déchristianisation, c'est ce qui marque la fin de la Révolution. Alors, on voit que la légende noire anarchiste, qui s'est développée dans l'historiographie, donne une image extrêmement négative de Robespierre. Il ne faudrait pas pour autant considérer que tout le mouvement anarchiste est uniformément hostile à Robespierre. Et pour finir, je vais juste essayer de nuancer ce point. Tout d'abord, au XIXe siècle, tout le monde ne considère pas que la tradition républicaine influencée par Robespierre et les idées de Proudhon sont incompatibles. Là, j'aimerais évoquer brièvement le personnage d'Auguste Vermorel. Auguste Vermorel a été membre de la minorité de la Commune de Paris. Il a été influencé par les écrits de Proudhon et sous le Second Empire, c'est un journaliste qui publie une anthologie des œuvres de Robespierre. Et ce qui est intéressant, c'est que son admiration pour Robespierre lui vaut d'être raillé par Jules Vallès, qui, comme lui, est membre de la minorité de la Commune, et on retrouve ces moqueries dans l'Insurgé. Vermorel, non seulement il admire Robespierre, mais il cherche à combiner la pensée de Proudhon et celle de Robespierre. C'est ce qu'il fait dans un ouvrage qu'il publie en 1870, qui s'appelle Le Parti socialiste. Dans cet ouvrage, il cherche à définir la notion de liberté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va combiner la pensée de Proudhon, les confessions d'un révolutionnaire et des textes de Robespierre, le discours de Robespierre du 10 mai 93 et sa déclaration des droits de l'homme. Et ça, c'est un élément qui est assez intéressant. On retrouve aussi cette utilisation de la pensée de Robespierre pour penser des sujets relatifs à la liberté et au gouvernement, eh bien chez Bakounine. Ça peut paraître très étrange parce que Bakounine est extrêmement hostile à Robespierre, mais dans la polémique qu'il oppose à Karl Marx, eh bien Robespierre devient un argument d'autorité.
C'est le cas, par exemple, en 1872. Il écrit en fait un brouillon d'article à destination du journal belge La Liberté pour expliquer, pour donner son point de vue suite à son exclusion de l'Internationale. Je rappelle qu'on a vu au congrès de l'Internationale une opposition vraiment très claire entre les partisans de Marx et ceux de Bakounine, et Bakounine a été exclu de l'Internationale. Alors cette lettre ne sera pas envoyée, mais elle est publiée en 1894 dans la Société Nouvelle, qui est une revue belge. Ce qui est intéressant, c'est que Bakounine va critiquer la notion de dictature du prolétariat, attaquer les idées marxistes pour leur caractère liberticide, et à cette occasion, utiliser Robespierre comme un argument d'autorité. Alors pourquoi ? Bien parce que dans ce texte, il cherche à défendre la vision anarchiste de l'émancipation. Il explique qu'elle repose sur la liberté et la solidarité. Et il va chercher à définir les notions de liberté et de solidarité. Il va définir la solidarité comme la confirmation de la liberté. Il déclare qu'elle trouve sa source dans la nature collective de l'homme, en vertu de laquelle aucun homme n'est libre si tous les hommes qui l'entourent et qui exercent la moindre influence sur sa vie ne le sont également. Et il justifie cette définition en se référant à la Déclaration des droits de l'homme de Robespierre, qui dit « Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre du corps social lorsque le corps social est opprimé. » Donc on voit que Robespierre, finalement, il sert d'argument pour critiquer les socialistes dits autoritaires. Ça, on le voit chez Bakounine, mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve aussi chez Kropotkin, qui pourtant n'est pas non plus très favorable à Robespierre. Alors là, c'est un autre sujet. Dans la Grande Révolution, Robespierre est évoqué par Kropotkin pour un discours du 2 décembre 1792 sur les subsistances. Kropotkin en fait l'éloge. Alors, je rappelle que dans ce discours, Robespierre déclare « Les aliments nécessaires à l'homme sont une propriété commune à la société entière et seul l'excédent est une propriété individuelle. » Et Kropotkin commente « Quel regret que cette idée franchement communiste n'ait pas prévalu chez les socialistes du XIXe siècle, au lieu du collectivisme étatiste exposé en 1848 et servi aujourd'hui en réchauffé sous le nom de socialisme scientifique. » Donc, on voit que le mouvement anarchiste, eh bien, parfois, il sait très bien utiliser Robespierre, notamment pour s'opposer au marxisme. Alors, je conclurai brièvement sur 2 points. Tout d'abord, l'étude de l'image de Robespierre dans le discours politique anarchiste, contribue à expliquer pourquoi il existe un anti-robespierrisme de gauche. Elle permet de comprendre pourquoi cet anti-robespierrisme ne s'intègre pas à la tri-répartition idéologico-historiographique évoquée par Claude Masaryk. Elle permet aussi d'expliquer en quoi cet anti-robespierrisme de gauche peut faire écho à la légende noire libérale. Pour reprendre la question de la parenté de jugement entre Daniel Guérin et François Furet au sujet du totalitarisme, eh bien, on voit que Daniel Guérin reprend une dénonciation du Robespierre, homme d'État autoritaire, et qu'on peut y trouver un écho de la dénonciation du Robespierre tyran, mais qu'il faut bien rappeler que le fondement philosophique de la légende noire libérale et celui de la légende noire anarchiste, ils sont différents. En effet, pour la légende noire anarchiste, c'est l'autorité qui est un danger pour la liberté, ça n'est pas l'égalité. Le second point sur lequel je veux conclure, c'est que l'étude de l'image de Robespierre dans le discours politique montre que Robespierre peut servir de référence positive pour penser la question de la liberté. Alors ça ne doit pas nous surprendre, car la question de la liberté, elle est au cœur de la pensée anarchiste, et c'est aussi un élément central de réflexion du discours politique chez Robespierre. Ce terme, on le voit très souvent dans ses discours. Et on a un petit peu l'impression, en tout cas c'est l'impression que moi j'ai eue, que l'égalité est très souvent étudiée chez Robespierre, mais que la conception de la liberté chez Robespierre fait l'objet de moins de travaux. Moi, j'aurais tendance à mettre ça sur le compte du fait qu'on a une légende dorée qui a insisté sur la question de l'égalité, sur le fait qu'on a une légende noire libérale qui a présenté Robespierre comme un partisan de la liberté des anciens opposé à une vision moderne de la liberté. Donc peut-être ce sont des sujets qu'on a écartés. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait peut-être poursuivre la réflexion qui a été initiée par Erwan Sommerer en 2017
avec la parution de son ouvrage L'anarchisme sous la Révolution française. Pour Zommerer, la Révolution française, c'est une phase de crise politico-institutionnelle qui a conduit à remettre en cause des préjugés et qui a donné naissance à des idées anarchistes, mais à ce qu'il appelle un anarchisme involontaire. Il va trouver des échos de cet anarchisme chez Sieyès, chez Condorcet, chez Marat, mais ce qui est intéressant, c'est que Robespierre ne figure pas du tout dans le corpus étudié. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être étudier le rapport que Robespierre entretient avec les notions de liberté et d'autorité et voir comment sa pensée, elle a pu être utilisée par des socialistes anti-autoritaires tout au long du 19e siècle. Et je pense donc que l'étude de Robespierre dans l'imaginaire anarchiste de la Révolution, il doit déboucher finalement sur une étude de la notion de la liberté chez Maximilien Robespierre. Je vous remercie. Merci Marion. Je reprends la main. Merci pour cet exposé tout à fait pointilleux, précis et tout à fait parlant. Moi, j'ai évidemment des questions et des remarques, mais je vais peut-être laisser la parole aux autres participants et je la prendrai peut-être après pour poser ses questions et faire ses remarques. Si quelqu'un veut la parole, il la prend. Yannick, peut-être, qui a rallumé son micro. Oui, je peux laisser aussi la parole aux autres participants. Ça sera une entrée en matière moins téléguidée, on va dire. Comme vous voulez. Et si personne veut, Sinon, moi, je peux commencer aussi. Ce serait évidemment tout à fait simple. Bon, je vais poser des questions. Bon, on reviendra peut-être sur la question de Robespierre et la liberté, parce que bon, et la question de l'autorité, puisque dans ce séminaire, c'est quelque chose qu'on travaille depuis fort longtemps, hein. Donc, on fait partie de ceux qui ont justement essayé de travailler autour de cette dimension. Pour, alors pour revenir sur bon, tu fais une généalogie qui est tout à fait intéressante et tu intègres, donc tu montres comment comment différents courants louvois les uns avec les autres peuvent également s'influencer, utiliser des références à Robespierre de manière des fois négative ou de manière des fois positive. Tu évoquais Guérin, il y a alors je vais te poser une question, je ne sais pas si tu as travaillé sur le 20e, mais nous, en travaillant sur Robespierre, on s'est aperçu qu'il y avait des résurgences communistes de cette hostilité anarchiste et la mise en avant des enragés comme étant les vrais révolutionnaires. On a une résurgence communiste, hein. Résurgence parce que tu dis qu'il y a une légende noire communiste, hein, qui apparaît au milieu du 19e siècle. Et nous, on l'a retrouvé en particulier dans l'humanité et dans la manière dont Jean Fréville, qui était la plume de Maurice Thorez, fait la nécrologie d'Albert Mathieu, et fait d'Albert Mathieu un robespierriste, un bourgeois et un rien du tout. Bon, c'est lié au conflit qu'il y a entre Mathieu et l'historien soviétique à l'époque. Mais bon, il y a un discours là, à ce moment-là, qui est je ne connais pas le discours que tu as évoqué, un discours communiste, anti-robespierriste que tu repérais au tournant du 19e siècle. Est-ce que tu verrais, toi, un écho entre ces deux discours? C'est quelque chose, justement, je pense que j'aimerais creuser à l'avenir. En fait, le discours communiste du 19e siècle, moi j'ai appelé communiste parce que c'était plus simple, on va dire. On pourrait l'appeler socialiste autoritaire, mais ça inclurait Louis Blanc, c'est un peu compliqué. Vraiment communiste, il n'est pas hostile au principe d'une dictature au nom du prolétariat. C'est-à-dire des communistes comme les néo-babouvistes, ça leur va très bien d'instaurer une dictature. Alors que pour les anarchistes, ça ne va pas du tout. Donc vraiment, le point vraiment central qui, au 19e, sépare les anarchistes des néo-babouvistes, puis des socialistes blanquistes, c'est le refus de la dictature. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que par contre, Kropotkin, c'est un auteur qui est extrêmement
qui a beaucoup marqué Lénine, en fait, et qui a beaucoup marqué Trotsky. Et donc, je pense qu'il y a un point de passage entre le marxisme et l'anarchisme via Kropotkin, parce que Lénine a lu La Grande Révolution de Kropotkin, Trotsky l'a lu, Guérin dit que c'est grâce à un texte de Trotsky qu'il a découvert Kropotkin. Donc, je n'exclus pas qu'on a eu un passage des images de la légende noire anarchiste dans le discours communiste du Parti communiste et dans le discours trotskiste via d'un côté Lénine, de l'autre côté Trotsky. Après, je pense que la chose est à nuancer. Ça peut un petit peu, ça se fait clairement chez Guérin, même s'il y a quand même une marque anti-autoritaire forte. Et c'est vrai que chez Guérin, c'est extrêmement difficile de détailler l'influence marxiste et l'influence anarchiste. On peut le faire quand même si on prend en compte ce critère d'autorité. Voilà. Donc, moi, je suis pas surprise qu'on ait ces résurgences. Il faut voir, et ça, c'est ce que Claude Guillon avait pointé dans l'introduction à Bourgeois et Branu qu'il a faite pour la dernière réédition. Les historiens soviétiques ont très vite critiqué la pensée d'Albert Mathiez, mais il y avait un décalage entre l'historiographie française marxiste et l'historiographie soviétique, qui s'est, on va dire, résorbée sur le tard. Donc, finalement, qu'on ait cette critique communiste ne me surprend pas énormément, déjà parce que pour moi, bon, il y a une filiation dès je dirais les années 1840, mais ensuite, il y a ce point de passage, Kropotkin, comme référence, en fait, aussi potentielle pour les marxistes. J'avoue que c'est un sujet que j'ai un peu plus creusé récemment, mais j'aimerais bien, à l'avenir, effectivement, essayer de détailler davantage la chose. Je me souviens que Claude Guillon avait guère apprécié Oui. le fait que des staliniens bontins dans les années, à la fin des années 20, au début des années 30, reprennent strictement le même discours que Guérin qu'il adule, hein, et qui évidemment va totalement à Mm. l'encontre de ces représentations. Donc on avait parlé, ça l'avait profondément déstabilisé. Sur la question religieuse et sur la question sociale, il y a vraiment une analogie avec éventuellement dans le discours anarchisme un rapport à l'autorité plus marqué. Par contre, sur la question de l'autorité, il y a une spécificité du discours anarchiste. Je pense qu'on peut encore retrouver, on le retrouve chez Michel Ragon par exemple, qui cite Bakounine dans un entretien. Donc je pense qu'on a quand même encore aujourd'hui une spécificité, mais il y a effectivement des parentés. Tout à fait. Non, moi je suis pas surprise du tout. Je pense que c'est un sujet qu'il faut encore creuser, notamment cette question de Kropotkin comme point de passage d'une légende à l'autre. Oui, peut-être, D'accord. en effet. Ouais, oui. Moi, je voudrais faire quelques remarques et j'aurais quelques questions. La première question, enfin, j'ai deux questions qui sont les mêmes en fait. C'est par quel canal, historiquement, chronologiquement, passe chez les anarchistes l'idée du Robespierre prêtre? Parce que on sait que l'origine chronologique de cette légende, c'est les Girondins. Euh, et notamment les Girondins avant le 31 mai de juin, mais aussi après, quand ils reviennent dans la Convention en l'an 3. C'est d'où que ça vient, puisque ça ne vient pas des contre-révolutionnaires. Ça vient évidemment pas des thermidoriens, entre guillemets, de gauche. Donc ça vient vraiment des Girondins. Par quel canal on passe de cette idée girondine à cette idée anarchiste? Est-ce que le point de passage, c'est tout simplement l'historiographie, c'est-à-dire Mignet, Thiers et surtout évidemment Michelet? Alors moi, je Alors connais. oui, genre pas Michelet. Justement, c'est ça qui est intéressant que j'ai un peu creusé dans ma thèse. Je pense que le point de passage, c'est l'historiographie libérale, même si j'ai pas trouvé de preuve d'une lecture de Proudhon. Mais en fait, je pense que c'est l'historiographie libérale qui véhicule l'image du Robespierre prêtre. Par contre, en ce qui concerne les rapports entre Proudhon et Michelet, je n'exclus pas que ce soit Proudhon qui ait influencé Michelet, parce qu'en fait, Proudhon et Michelet vont correspondre alors que Proudhon est en prison, s'échanger des ouvrages et la partie de l'histoire de la Révolution de Michelet consacrée à la Convention est rédigée à un moment où Proudhon a déjà publié l'idée générale de la Révolution au XIXe siècle et les confessions d'un révolutionnaire. Et Proudhon
écrit à Michelet une lettre et il dit déceler des échos de sa pensée chez Michelet. Michelet va même citer Proudhon dans une introduction à un de ses ouvrages. Michelet et Proudhon se connaissaient, ils se sont rencontrés, donc je n'exclus pas que en retour, Proudhon ait influencé Michelet et qu'en retour, Michelet ait pu influencer, au vu de l'importance de son œuvre, des gens comme Bakounine. Je pense qu'il y a un système croisé en quelque sorte. On ne peut pas véritablement avoir une sorte de point de passage unique. D'accord. L'autre question qui est un peu la même, mais avec une autre thématique, c'est par quel canal passe à l'idée d'un Robespierre homme d'État et homme d'ordre, puisque là aussi, évidemment, Robespierre homme d'État et homme d'ordre, ça peut pas être les Girondins, ça peut pas être les Thermidoriens, ça peut être Bonaparte qui, à la fin de sa vie, a vaguement parlé de Robespierre comme homme d'État, mais il n'en parle que enfin, il en aurait parlé plus exactement que dans le mémorial de Sainte-Hélène. Et donc, comment se construit cette idée, enfin, comment se construit cette idée d'un Robespierre homme d'État? Ce qu'il n'était évidemment Je, pas, et je homme pense que c'est la d'ordre propre encore moins. expérience. Je pense que c'est la propre expérience de Proudhon de la Révolution de 48 et de son opposition. Je pense que ça, c'est Voilà, c'est ça. véritablement Je pense Proudhon que c'est qui l'a ça. créé. Je pense que c'est ça. Et je pense que, alors, tu en as parlé dans ton livre, tu en as un peu moins parlé là. Je pense qu'il y a un tournant fondamental et majeur qui est juin 48. Oui, tout à fait. Puisque c'est le moment où la bourgeoisie, entre guillemets, retourne ses fusils contre le prolétariat. Et donc, je crois que c'est vraiment ce moment de juin 48 qui est assez central. Voilà. Euh, Par ailleurs, j'ai une autre réflexion, c'est sur la question de l'autorité. Mhm. Je pense que tu as tout à fait raison d'insister là-dessus, dans le fait que le rejet de Robespierre est une conséquence du rejet de l'autorité, mais c'est aussi une conséquence de la confusion que font les hommes du 19e siècle entre autorité, État et gouvernement révolutionnaire. C'est-à-dire Oui. qu'on retrouve le problème de l'État. Est-ce que l'État, entre 1792 et 1795, est un État bourgeois? Est-ce que c'est un État au sens exécutif du terme? Et est-ce que cet État construit une autorité? Ce qui revient évidemment au problème de la dictature. Or, pourquoi les hommes du 19e siècle font cette confusion entre dictature et gouvernement révolutionnaire, qui, par la suite, évidemment, a un grand écho, puisqu'on la retrouve en tartine aujourd'hui. Et d'où ça Alors, je vient? pense que la légende noire libérale a beaucoup joué parce Ah qu'elle oui, est extrêmement diffusée. Il y a Thiers, Millet, mais après, je pense que chez les anarchistes, la notion d'autorité, elle va au-delà de la critique de l'État. Elle concerne véritablement tout. Ça peut être la représentation, ça peut être l'autorité oui, scientifique, l'autorité religieuse. C'est chez eux, il y a un rapport, je dirais, philosophique à la critique de l'autorité qui est consubstantiel de leur pensée et qui va bien au-delà de la question de faut-il ou non détruire l'État dans le cadre d'une révolution. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a le fait que, enfin, moi, j'analyse ça parce que je connais un peu Proudhon, je connais un peu Stirner, je connais un peu tous ces gens-là. J'analyse ça comme une conséquence du refus de la politique, c'est-à-dire du Alors oui, refus. chez Proudhon, oui, tout à fait, Il y a chez un Proudhon, il y a refus un refus absolu de de la la politique. politique. Mhm. Voilà, Il y a un refus de la politique. qui est une constante chez les anarchistes, qui est le refus absolu de la politique, et qui est assez intéressant parce que ça, c'est une originalité. Parce que l'idée Mm. du Robespierre prêtre, c'est pas très original. L'idée du Robespierre homme d'État, c'est déjà un peu plus bizarre, mais le refus de la dictature, de l'autorité de l'État, et donc fondamentalement de la politique, parce que c'est ça pour eux, c'est dans ces termes-là que ça se place, je trouve que c'est vraiment absolument central. Voilà, voilà les quelques remarques que je voulais faire. Suzanne Alors Lévy sur la a question, levé la main. Attends, je te donne la parole à Suzanne et après hmm, tu réponds. Vas-y, Suzanne. Tout d'abord, merci à Marion pour cet exposé vraiment très très intéressant. Euh, je voulais juste dire quelque chose qui m'a particulièrement frappé. C'est euh, quand tu dis que en fait ces légendes sont nées d'abord dans les polémiques politiques hmm. et passent ensuite dans l'historiographie. Et donc la question
je me pose rapport à toi, par rapport à ça, et donc que je te pose aussi, c'est si on n'est pas face, au moins sur certains points, à une espèce de jeu de miroir déformant, ou par exemple sur la centralisation jacobine, qui est aussi un mythe assez puissant jusqu'à aujourd'hui. Euh, il ne s'agit pas en fait de dire bah voilà, j'ai tel adversaire qui se réclame de l'État central et qui se réclame de Robespierre en même temps. Et donc c'est peut-être de cette manière-là qu'on voit naître l'amalgame. Voilà, c'est Robespierre qui était centralisateur. Voilà. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà le fait que l'image, mettons, d'un Robespierre centralisateur, ça peut être quelque chose qui figure à l'époque, dans les mentalités, on va dire dans la vision générale. La Révolution française, elle n'est pas très, très bien connue de tout le monde. Ce sont souvent des images de la Révolution qui servent. Ensuite, effectivement, quand les gens en face présentent en plus ce point faible aux yeux de leurs adversaires d'être centralisateur, si on pense que Robespierre est centralisateur et que l'adversaire, mettons comme Louis Blanc, défend la centralisation, alors on l'attaque encore plus facilement. Je pense qu'il y a un petit peu une rencontre des deux. Moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le discours parlementaire. Il faut voir que la grande majorité des références à Robespierre sont historiquement erronées. Ce sont des images de l'action de Robespierre qu'on véhicule, qu'on cite. Même des gens qui sont favorables à Robespierre et qui l'utilisent comme argument d'autorité peuvent tout à fait donner des interprétations erronées de son action, soit par manque de connaissances, soit par besoin argumentatif. Donc, en fait, on se rend compte que les images, en fait, on ne peut pas dire que c'est une histoire des images de Robespierre. Il n'y a pas de réelle adéquation entre la réalité de l'action de Robespierre et ce que les gens ont dit. Il y a effectivement un miroir déformant qui est lié d'une part aux besoins de la polémique politique et aussi à l'utilisation de clichés qu'on va glaner dans des ouvrages historiques, voilà, qu'on a lus. Il y a à mon avis les deux. Oui, juste une micro-remarque, si vous le permettez. J'ai relu il n'y a pas très très longtemps l'espèce d'anthologie que les éditions sociales avaient sorti au moment du bicentenaire, qui était assez mal fichu d'ailleurs, qui s'appelait, enfin qui était mal fichu pour un tas de raisons, Marx et Engels sur la Révolution française. Et en fait, je me rends en lisant ces extraits de texte, parce que, comme on le sait, ni Marx ni Engels ont écrit d'histoire de la Révolution française, même si Marx aurait bien voulu écrire en tout cas une histoire de la Convention. En fait, on se rend compte à quel point Marx et Engels s'appuient sur Mignet. Oui. Marx, il dit à Engels, Mignet, c'est vraiment c'est le mieux parce que c'est un petit bouquin facile à lire. Mais c'est vraiment ça qu'il dit, Marx. Il dit c'est un petit bouquin facile à lire, ça donne des bases et à partir de là, et donc il conseille la lecture de Mignet. Et ça, c'est une lettre, je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est une lettre de 1860, c'est-à-dire longtemps après la publication de Mignet en 1825 ou 24, si je ne dis pas de bêtises. C'est donc que finalement, cette idée de révolution bourgeoise, dont je ne suis pas sûr que Marx se fait vraiment le théoricien. Et je pense que Marx se contente de reprendre les lieux communs historiographiques qu'il a trouvés chez Mignet, d'autant qu'il a un peu tendance à le contredire, puisque la fameuse lettre où Marx explique que Robespierre et Saint-Just ont fait la révolution bourgeoise, mais à la manière je ne me souviens plus exactement le terme, mais c'est à la manière des prolétaires, ou à la manière des bras nus, ou je ne sais plus exactement quelle formule il utilise. Mais grosso modo, il dit qu'il faut une révolution bourgeoise, mais en utilisant des méthodes et en défendant des idées qui ne le sont pas. Voilà, donc il y a quand même chez Marx et chez Engels une espèce de prise de distance vis-à-vis de Mignet, mais ça ne les empêche pas de se baser sur Mignet. C'est-à-dire que oui, chez Marx, il y a l'idée de révolution bourgeoise dans le bouquin que tu as cité, le 18 Brumaire, de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais finalement, il n'y a pas de théorisation chez Marx de la révolution bourgeoise. C'est vraiment quelque chose qui est postérieur à la révolution bolchevique, parce que là aussi, récemment, pour un truc que je devais écrire, mais que finalement ne s'est pas fait,
J'ai relu il n'y a pas longtemps l'histoire de la révolution russe de Trotsky, Mmh. qui est un bouquin absolument remarquable. Et je me suis rendu compte que Trotsky prend lui aussi énormément de distance avec la question de la révolution bourgeoise. Et il définit pas du tout dans les analogies qu'il fait entre, parce il y a tout un système d'analogies entre la révolution russe et la révolution française, hein, où il présente Dumouriez comme Kornilov, etc., etc. En général, ces analogies d'ailleurs sont assez intéressantes, mais il prend des distances lui aussi avec la question de la révolution bourgeoise, et pour cause, puisque Trotsky, c'est le défenseur, avec Parvus avant lui, de la théorie de la révolution permanente, qui justement rejette l'idée d'un stade bourgeois de la révolution par lequel on doit automatiquement passer pour aboutir à une révolution prolétarienne. Donc je ne suis même pas sûr que ni Lénine, alors Lénine, c'est un peu plus compliqué parce que Lénine a très peu écrit là-dessus, mais je ne suis pas sûr que ni Lénine ni Trotsky d'ailleurs aient vraiment développé le concept de révolution bourgeoise. Je crois vraiment que c'est... Alors, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, évidemment, puisque c'est les libéraux, tout simplement, hein. C'est Madame de Staël, c'est Mignès, etc. C'est eux qui inventent l'idée que la Révolution française est une révolution bourgeoise. Euh, et je crois que vraiment, ce sont les staliniens qui créent cette idée de révolution bourgeoise contre Mathieu, comme l'a montré Yannick Bosque et Florence Gauthier dans leur réédition, dans leurs introductions aux travaux de Mathieu dans les années 1920 enfin, et jusqu'à sa mort. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être même remonter aussi éventuellement à Jules Guesde, parce que moi, en faisant ma thèse, j'ai trouvé une intervention Jules Guesde au Parlement dans les bornes chronologiques que je m'étais assignée, et qui concerne en fait la création de cantines scolaires gratuites. Et il dit cette idée avait été développée, pour faire simple, du temps de la bourgeoisie révolutionnaire, héroïque, dans les temps héroïques de la bourgeoisie. Là, ça fait un petit peu écho à ce que Marx a écrit. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte ce que les gens connaissaient de Marx, en fait. Donc, Absolument. quelqu'un comme Jules Guesde, lui, ne connaissait pas le détail de la pensée de Karl Marx, il n'était pas publié. Donc, je pense qu'il y a aussi un élément dans la diffusion des images, c'est de prendre en compte ce qui est publié à un moment donné et qui peut être connu, en fait. Et donc, je pense qu'effectivement, cette idée, on peut peut-être la retrouver dès Guesde. Mais par contre, je n'ai pas étudié Guesde en détail. Il y a un Ouais, autre on peut élément, la... micro-remarque, et après je me tais, définitivement. Il y a une autre référence sur laquelle Jean-Nima Ducamp avait insisté, c'est le rôle de Kautsky Oui. comme passeur. Parce que là aussi, j'ai relu récemment les deux éditions de La lutte des classes en France en 1789 de Kautsky, et Kautsky parle de révolution bourgeoise, lui. Alors, comment ça circule d'Allemagne en France? On sait que pour Jean-Dumas Ducange, Jean-Dumas Ducange a expliqué que ça avait très peu circulé d'Allemagne en France. Par contre, ça a beaucoup circulé d'Allemagne en Russie, ce bouquin de Kautsky. Voilà, je me tais. Bah, c'est ce que je voulais mettre en avant. C'est plutôt Kautsky qui est la matrice, hein. Et il est la matrice de l'historiographie stalinienne qui va se développer dans la deuxième partie des années 20, parce que c'est son livre qui va être le bréviaire, le catéchisme interprétatif, hein, en dépit qu'il ait été le traître Kautsky, hein, mais il va rester, sur le plan politique, il va être dégagé, mais sur le plan historique, il va rester la matrice fondamentale à partir de laquelle va se penser l'historiographie stalinienne dans une révolution prolétarienne face à une révolution bourgeoise. Et la manière dont Staline va utiliser Robespierre, ça sera exactement la même logique, hein. Il est le Robespierre de la révolution prolétarienne quand Robespierre était le révolutionnaire ou le Staline, si on veut, de la révolution bourgeoise. Donc on a les compartimentages, en fait, sont en grande partie construit à ce moment-là par Kautsky. Et effectivement, Mignet, c'est la base. C'est vraiment l'historien fondamental, sur lequel tout le monde s'appuie, hein, dans ces années-là et pendant très longtemps. C'est véritablement là qu'il faut essayer de trouver la plupart des lieux communs ou des pensées ou des manières interprétatives qui vont après se diffuser. Une question également, tu as parlé de Blanqui, mais assez peu en fait. Est-ce que la tradition blanquiste, bon, on sait qu'il est à Doulin,
qu'il est dans la forteresse enfermé, qu'il lit les Girondins de Lamartine et qu'il écrit des textes manuscrits qui ne sont pas publiés mais qui vont être diffusés. Mathieu a fait une édition de ces textes en montrant qu'il y a là la matrice de la construction de l'hébertisme et des enragés comme modèle politique. Comment est-ce que la lecture qu'en fait Blanqui et les blanquistes, hein, bien sûr, hein, je pense à Tridon et à d'autres, comment cette lecture circule avec celle des anarchistes? Alors tout simplement parce qu'en fait, Tridon, justement, va publier un ouvrage sous le Second Empire intitulé un ouvrage sur les hébertistes, hein, dans lequel il veut réhabiliter les hébertistes. Cet ouvrage, il comprend une préface non signée de Blanqui. Donc ce que Mathieu pense, c'est que les écrits de Blanqui ont circulé sous le manteau, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'ouvrage de Tridon, lui, il a été publié 2 fois au XIXe siècle. Donc c'est aussi via cet ouvrage de Tridon, en réalité, où on retrouve ces éléments de la légende noire, vraiment les 3 éléments de la légende noire caractéristiques des néo-babouvistes. Et ce qu'il faut voir, c'est que Blanqui était proche de certains théoriciens néo-babouvistes. Et donc, je pense que cette proximité intellectuelle a facilité l'adoption par Blanqui de ces images négatives de Robespierre, sachant que moi, en faisant ma thèse, j'ai retrouvé un texte de Blanqui, mais bien antérieur à son évolution politique, où il était plutôt favorable à Robespierre. Donc, il y a eu une évolution chez Blanqui. En fait, il a écrit un article de journal où il y avait une mention plutôt élogieuse de Robespierre. Et après, on a effectivement ces notes rédigées à Doullens extrêmement hostiles. Ce que Blanqui développe principalement, c'est la question religieuse. C'est ce qu'on va retrouver chez Tridon. Et il y a vraiment cette question, la déchristianisation, c'était le véritable but de la Révolution. La fin de la Révolution, c'est la lutte de Robespierre contre la déchristianisation. Mais il y a un deuxième personnage qui apparaît, qui est Albert Regnard, qui est un blanquiste, qui est aussi une personne importante, hein, dans le mouvement, et qui écrit un texte sur Chaumette. Là, il va assimiler finalement les hébertistes au collectivisme. Donc, on a en réalité des écrits. Et il y a aussi, je pense, une mémoire qui est propagée par des discours, parce que, par exemple, quand on lit les écrits de Gustave Lefrançais sur la Commune de Paris, il regrette finalement je veux dire, la trop grande importance des références historiques. Il dit, d'un côté, les Jacobins, ils avaient Robespierre, de l'autre côté, les blanquistes, ils avaient les hébertistes. Et cet intérêt pour les hébertistes, on le retrouve aussi dans l'histoire de la Commune de Paris de Lys Sagaret, qui à un moment était proche des blanquistes. Donc, je dirais qu'on a les blanquistes, ils ont quand même publié des écrits, ce qui va favoriser en fait la diffusion de ces idées-là. Il faut voir aussi que c'est un parti, enfin entre guillemets, plutôt un courant politique qui est important pour la France. C'est-à-dire que le marxisme, il reste très peu connu en France jusqu'à la fin du 19e siècle. Proudhon, lui, par contre, est très connu, et l'autre théoricien qui est très connu, c'est Blanqui. Et les blanquistes vont avoir une influence encore jusqu'au début du XXe siècle. Et je pense que l'ouvrage de Tridon, il a eu une influence qui est non négligeable, parce que même Daniel Guérin, un siècle après, le cite. Juste une question, tu parles des théoriciens néo-babouvistes. Il me semble que dans ce mouvement néo-babouviste, il y a une forte composante pro-robespierriste. Le mouvement, c'est ce que j'ai essayé un petit peu d'expliquer dans mon ouvrage. Il y a une sorte de clivage. Il y a d'un côté des néo-babouvistes pro-robespierristes et une minorité néo-babouviste, ou minorité, je ne sais pas si on peut la qualifier comme ça, mais en tout cas une partie des néo-babouvistes qui va devenir hébertiste. Et on voit une opposition très claire, même des polémiques. Par exemple, entre quelqu'un comme Richard Lahautière et qui n'accepte pas, hein, qu'on critique les néo-babouvistes en les faisant passer pour des gens hostiles à Robespierre. Donc, on a effectivement des gens comme Laponneret qui sont aussi néo-babouvistes. Mais ce qui est intéressant dans ce courant, c'est l'apparition de la première légende noire de gauche, en fait, autour notamment de Théodore des Amis. Je voulais également te poser une question au début, quand tu as introduit ton exposé, en revenant d'ailleurs, je crois que sur les catégories de Masoretique, qui effectivement sont plus très satisfaisantes aujourd'hui, hein, pour comprendre la manière dont ce structure s'organise, hein, ces différents mythes autour de Robespierre. Tu disais que la notion de Robespierre anarchiste, elle était d'abord portée par l'historiographie, on va dire, contre-révolutionnaire. Oui, c'est ça. Essentiellement, et pas par l'historiographie
libéral. Alors, ce qui m'interroge, moi, c'est le creux, l'écart qui s'est creusé, parce que les thermidoriens qui construisent leur discours autour du Robespierre anarchiste, on peut les considérer comme des républicains, des libéraux, en fait, hein. Jean-Baptiste Say, si c'est pas un libéral, que sont les libéraux? Germaine de Staël, si c'est pas une libérale, que sont les libéraux? Donc, est-ce que là, il y a quelque chose qui s'est évaporé, en fait, dans cette tradition libérale, ou quelque chose qui est devenu un argument, je sais pas, trop, trop grossier, peut-être, et qu'on ne va pas mobiliser? Comment tu expliques Oui, tout à cet fait. écart? Je pense qu'il y a une forme d'obsolescence. En fait, quand on étudie le discours parlementaire sous la Restauration, on voit très clairement que on a une droite contre-révolutionnaire qui mobilise la figure du Robespierre anarchiste et du Robespierre tyran. On trouve tous les deux dans les textes thermidoriens. Par contre, l'opposition libérale sous la Restauration, puis ensuite l'opposition libérale sous la monarchie de Juillet, qui est encore autre chose, parce que l'opposition libérale de la Restauration, c'est devenu en grande partie la majorité sous la monarchie de Juillet. Bon, dans tous les cas, les gens qui sont dans l'opposition n'utilisent plus que la figure du tyran. Pourquoi? Mais parce que ça permet de qualifier le gouvernement de tyran en l'associant à Robespierre. Et donc, je dirais qu'il y a ce premier élément, donc ça s'est effectivement évaporé parce que c'est inutile, voire contre-productif. Donc, on associe l'opposant, même si c'est une droite contre-révolutionnaire, à la tyrannie de Robespierre. Et deuxièmement, je pense que dans l'image de Robespierre anarchiste, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'anarchie au sens désorganisation politique, mais il y a aussi l'idée de nivellement, on va dire, social, qu'on va retrouver chez certains libéraux, mais pas forcément toujours. Et l'idée de désorganisation religieuse. On critique vraiment, on va retrouver beaucoup encore de textes contre-révolutionnaires au XIXe siècle qui dénoncent le fait que Robespierre a détruit la religion en base de la société. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour le discours libéral. Et qui, lui, va plutôt reprendre aussi cette image du Robespierre prêtre venu des Girondins. Donc, je pense qu'il y a aussi tout simplement le fait que ça n'a pas d'utilité politique pour eux. L'idée de la destruction de la religion, base de la société, n'intéresse pas l'opposition libérale sous la Restauration. Il D'accord. y a un truc qui est rigolo, c'est que au début du Second Empire, un certain nombre d'écrivains bonapartistes, on en avait cité quelques-uns dans le bouquin, expliquent que Robespierre, c'est le chef des partageux. Et c'est-à-dire que c'est au même moment où les anarchistes le décrivent comme homme d'État et comme un bourgeois antisocial. Vraiment au même moment. Parce qu'effectivement, dans les deux cas, on mobilise cette figure pour déstabiliser l'adversaire. Mais c'est assez marrant de voir que le Robespierre partageux ou Robespierre anarchiste, on va le retrouver dans le discours à la fois contre-révolutionnaire, mais aussi dans le discours bonapartiste. Alors, pour le Robespierre anarchiste, je tiens à préciser qu'il disparaît du discours politique après la Commune de Paris, hein. C'est vraiment une constante d'une partie de la droite au Parlement. Mais en fait, je n'ai plus trouvé, parce que j'ai fait vraiment une étude exhaustive de l'utilisation du terme Robespierre dans les débats parlementaires entre 1814 et 1898. Comme le mouvement anarchiste, eh bien, s'est véritablement développé, ça devient même aberrant pour la droite parlementaire de parler d'anarchiste au sujet de Robespierre. C'est un aimable modéré, finalement. Pour eux, presque. Et on est dans une situation, on n'a plus que 3 occurrences du Robespierre anarchiste, toutes associées à la notion de religion par des gens qui ne sont même plus pris au sérieux par leur propre groupe politique d'appartenance. Et à l'inverse, on voit se retourner la situation parce que c'est la droite qui va dire à la majorité républicaine, écoutez, vous ne respectez pas assez la religion en prenant telle mesure en faveur de la laïcité ou en proposant tel amendement sur le budget des cultes, alors que Robespierre, lui, la respectait. Donc je pense que vraiment, il y a une corrélation entre l'image du Robespierre anarchiste et la question religieuse. Ok, Je une voulais autre te poser question. également une question sur Vermorel. Alors, tu dis il fait grand cas du discours du 10 mai 93, hein, de Robespierre, son discours sur la Constitution et sa déclaration des droits. Il y a dans ce discours-là de Robespierre un passage
Mhm. qu'on met ici souvent en avant sur laisser aux familles, laisser aux individus le soin de faire ce qui ne nuit pas à autrui, laisser aux communes, etc., etc. Mhm. Donc un discours qui montre que pour Robespierre, le pouvoir exécutif, la réalité se situe à l'échelle des communes. Donc une vision qu'on pourrait appeler décentralisatrice, même si la catégorie n'a pas vraiment de sens, donc pas centralisatrice. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé, qui est mis en avant par Vermorel pour, on va dire, valider la fibre anarchiste qu'il a dans la réalité du discours de Robespierre, qui effectivement là est assez anarchiste, hein, au sens Alors, moderne du terme, hein. je suis pas sûre qu'il se réfère spécifiquement à ce passage, mais il dit très clairement que Robespierre considérait que le gouvernement devait être subordonné. Et l'idée que la loi doit être le rempart contre les attaques du gouvernement, il la cite. Donc, il a vraiment bien compris le discours. Je suis pas sûre qu'il cite de mémoire, mais je pourrais retrouver qu'il cite exactement ce passage-là. Mais vraiment, c'est l'idée, effectivement. La loi doit être un rempart contre le gouvernement. Et l'État a été une fiction autoritaire, c'est ce qu'il dit. Ce qui est intéressant, c'est que Tocqueville avait déjà pointé ce passage, hein, du discours de Robespierre dans les débats de la Deuxième République pour s'opposer aux démocrates socialistes qui voulaient inscrire le droit au travail dans la Constitution. Il leur disait, mais il ne faut pas que l'État réglemente trop. Rappelez-vous, Robespierre a dit laisser aux familles, etc. Parce que les démocrates socialistes, eux, se réclamaient de Robespierre. Donc, même si Vermorel n'a pas forcément cité textuellement le passage, c'est bien l'esprit, hein, de ce qu'il dit. D'accord, donc c'est le même Tocqueville qui dit que plus il y a de démocratie, plus il y a d'État, et que la Révolution française renforce l'État, mais qui dit que Robespierre finalement ne le renforce pas. Donc c'est 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 un peu contradictoire venant de Tocqueville, non? Oui, donc il est pris par la nécessité polémique. C'est ce que j'ai remarqué en étudiant les débats parlementaires. Souvent, on prend un élément à des fins polémiques sans véritablement chercher l'exactitude de l'interprétation. Ça D'accord, sert aussi tout simplement d'argument. donc Tocqueville dans le feu des débats Oui, contredit voilà. Tocqueville qui écrit des livres, hein, en quelque Oui. sorte.